Mes chers amis, bienvenue sur la chaîne Une certaine idée de la France. Aujourd'hui, nous aborderons le thème des carences des régimes parlementaires sous la Troisième et la Quatrième République. Pour débuter, livrons-nous à un bref rappel historique. Nous sommes en 1871, donc quelques mois après la défaite de Sedan et la chute du Second Empire de Napoléon III. La Prusse devient un empire, le Deuxième Reich, qui s'étend de l'Alsace à l'ouest jusqu'à la frontière russe à l'est. En France, les républicains, pourtant minoritaires à la Chambre, réussiront à modeler les institutions dans le sens d'un régime d'assemblée, afin d'éviter pour l'avenir l'émergence de tout pouvoir personnel. Les électeurs, uniquement les hommes âgés de plus de 21 ans, sauf les militaires, ont le droit de vote. Ils désignent leurs députés à la Chambre. Ensuite, cette Chambre investit le gouvernement, qu'on appelle également le Conseil. Les nombreux partis qui siègent à l'Assemblée doivent donc se coaliser pour désigner et soutenir un gouvernement. Le Conseil demeure donc sous la perpétuelle menace d'un renversement, d'autant plus que, sous la Troisième République, le Sénat a aussi le pouvoir de le démettre. Le gouvernement reste soumis donc aux aléas politiques du moment. C'est ce qui explique la grande instabilité ministérielle sous la Troisième République, où on comptera pas moins de 100 gouvernements en 70 ans d'exercice sous ce régime. Notons enfin que, dans ces régimes d'assemblée, le président de la République a très peu de pouvoir en réalité. Ce type de régime d'assemblée présente un certain nombre de carences. J'en dénombre 3 principales. D'abord, une carence démocratique. Le système dépend d'une combinaison entre partis, où les petits partis font la loi. C'est donc le régime des partis. Un électeur qui vote pour un député ne sait pas au moment où il vote si le député qu'il choisit soutiendra telle ou telle coalition. Le vrai pouvoir d'orienter la politique ne dépend donc pas de l'électeur, mais de l'entente entre les partis. Deuxième carence, l'instabilité diplomatique. Si au début de la Troisième République, le désir de revanche sur l'Allemagne et donc la récupération de l'Alsace-Moselle motivait les républicains, Gambetta disait « Pensons-y toujours, n'en parlons jamais », ses successeurs seront bien plus fatalistes. Le président Grévy ose asséner à Scheurer-Kestner l'Alsacien « Il ne faut pas que la France songe à la guerre, il faut qu'elle accepte le fait accompli, qu'elle renonce à l'Alsace ». On imagine que ce pauvre Scheurer-Kestner a dû pleurer devant ce défaitisme. Les gouvernements républicains renoncent donc à récupérer l'Alsace. Ils réorientent la politique extérieure vers la colonisation. Mais les crédits militaires ne suivent pas, notamment ceux destinés à la marine. En 1894, la France signe avec la Russie un accord de défense réciproque en cas d'agression du Reich. Mais la convention est purement défensive. Jamais elle ne permettra à la France de récupérer ses territoires perdus. D'autre part, l'Allemagne conserve une influence certaine sur la politique russe, et ce, malgré la germanophobie ambiante à Moscou. Le nouveau tsar Nicolas II convainc le ministre français Gabriel Hanotaux d'organiser un rapprochement des forces navales allemandes, russes et françaises au large de Kiel en 1895. Il faut préciser que Hanotaux était méfiant vis-à-vis de l'Angleterre et partisan d'un réchauffement diplomatique avec l'Allemagne. La rencontre de Kiel constitue donc un enterrement tacite du désir de revanche contre l'Allemagne. C'est au tour de l'Angleterre de s'inquiéter de cette alliance continentale contre nature et de chercher à intimider la France pour lui dicter sa diplomatie. La prochaine intrigue se joue à Fashoda, au Soudan du Sud, dans la région du Nil Blanc. En 1898, le capitaine Marchand établit une présence militaire française à Fashoda. Le général anglais Kitchener vient à sa rencontre et exige le départ des troupes françaises. Le gouvernement britannique menace la France d'une guerre. Conscients de leur infériorité en matière navale, pourtant indispensable à la défense des colonies, les Français cèdent aux imprécations de Sa Majesté. Hanotaux, le germanophile, est remplacé au Quai d'Orsay par Théophile Delcassé, anglophile, qui mènera une politique plus favorable à l'Angleterre. Aussi, l'entente cordiale sera signée entre les deux pays en 1904.
Et c'est maintenant au tour de l'Allemagne de punir la France pour s'être rapprochée de Londres. Le 31 mars 1905, le Kaiser allemand Guillaume II prononce à Tanger un discours virulent contre la France pour défendre les intérêts allemands au Maroc. Pour clore l'incident, il exigera le départ du ministre Delcassé, qu'il obtiendra. Georges Clemenceau déclarera en 1909, au sujet de cette démission, « C'est la plus grande humiliation que nous ayons subie, presque aussi grave que celle de Sedan ». L'écrivain nationaliste Charles Maurras nous livre une analyse pertinente de la diplomatie républicaine. Pour lui, les revirements incessants des gouvernements républicains ont empêché toute constance de la politique extérieure française. Et ceci est dû à l'absence d'autorité stable au sommet de l'État. La France a donc été balayée passivement d'allié en allié au gré des événements. C'est la grande carence diplomatique des régimes parlementaires. Enfin, troisième type de carence, la carence en cas de crise grave. En effet, ces régimes d'assemblée, ces régimes parlementaires, ne portent pas les décideurs publics vers des décisions rapides, audacieuses et difficiles. En juin 40, le gouvernement fut incapable de résister au défaitisme, de poursuivre le combat contre l'Allemagne depuis ses colonies. Au contraire, il laissait sa flotte aux mains de Vichy, donc à disposition de Berlin, obligeant Churchill à l'attaquer en juillet 1940 à Mers-el-Kébir en Algérie. La crise suivante de 1958 montre une quatrième république souffrant des mêmes vices que la précédente. Elle se révèle incapable de régler les différends entre partisans de l'Algérie française et indépendantistes, incapable d'imposer une solution au conflit quelle qu'elle soit pour sortir la France de l'impasse, et elle laissera l'Algérie aux mains du comité de salut public du général Salan. Voilà donc un résumé de la triple carence des régimes parlementaires, carence démocratique, carence diplomatique et carence en cas de crise. Nous verrons dans une prochaine vidéo l'inverse des régimes d'assemblée, le régime gaullien de la Ve République et plus particulièrement l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Nous examinerons en quoi cette modalité électorale transforme tout et corrige les vices des régimes précédents. Avant de terminer, un petit conseil littéraire, Qu'il et Tanger de Charles Maurras, qui retrace les errements de la diplomatie française entre 1895 et 1905. Un avertissement toutefois, c'est l'œuvre d'un nationaliste intégral. On trouve donc dans l'ouvrage des citations qui peuvent choquer, antisémites notamment, mais bien entendu, c'est pour l'éclairage historique que le livre apporte, que je le conseille, et pas pour les idées sous-jacentes de l'auteur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la partager sur vos réseaux. Je vous dis à bientôt et surtout, vive la France!